Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Michel Zecler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes producteur de musique, de rap. Il y a un an, c'était le 21 novembre 2020. Vous avez été tabassé par 3 policiers blancs à Paris, dans votre studio de musique. Les images de ce passage à tabac ont fait le tour du monde. Et choqué aussi. Ces 15 minutes ont changé votre vie, une vie que vous racontez dans ce livre qui vient de sortir aux éditions Plomb et qui s'appelle Restez debout. Pardon. Comment est-ce que vous allez, Michel Zecler? Ça va de mieux en mieux, je vous remercie. Il y a les blessures que l'on voit et que vous soignez. Je crois que vous avez encore des difficultés sur le bras gauche. Et puis celles que l'on ne voit pas. Vous souffrez encore de stress post-traumatique? Oui, je pense que c'est normal quand on a vécu ce genre de violence. Et effectivement, je suis suivi là-dessus. Et ça me permet d'avancer sereinement. Troubles de l'attention, impossible de travailler comme avant, perte de sommeil, cauchemar, hypervigilance constante, c'est ce que vous racontez dans ce livre et c'est ça votre quotidien depuis un an. Suite donc à cette nuit d'enfer, est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi ces 3 policiers blancs ont eu à votre encontre un tel déchaînement de violence alors que ce soir-là, vous alliez simplement travailler? Écoutez, les insultes ne me laissent pas de doute sur leurs pensées. Après... je ne peux pas en dire plus vu que c'est toujours en instruction cette affaire-là. Mais c'est vrai que j'ai reçu un nombre d'insultes incalculables et d'une violence quand même assez rare. Donc pour moi, ça ne laisse pas trop de doute. Les insultes, c'était, dites-vous, sale nègre, on va te tuer, sale nègre, tu vas mourir. Sur la vidéo de votre agression qui a été capitale, on va y revenir, il n'y a pas le son. Les policiers démentent avoir prononcé de tels mots. Ils reconnaissent en revanche vous avoir frappé de façon non proportionnée. D'aucuns diraient que c'est parole contre parole, sauf qu'il y a quelques éléments dans le passé des policiers, ou au moins d'un policier, qui vont plutôt dans le sens de votre... Oui, et puis il y a aussi les jeunes qui étaient dans le studio quand ils ont lancé une grenade chez moi. Qui ont entendu aussi ces insultes, les mêmes qu'ils ont entendues aussi au commissariat. Et puis il faut savoir aussi que les policiers ont, avant d'avouer d'avoir mis des coups illégitimes, ont changé 3 fois de version. Du coup, je suis pas sûr que si moi j'avais changé 3 fois de version, on m'aurait entendu, que mes mots auraient été audibles. Donc la dimension raciste pour vous de cette agression ne fait aucun doute. Ces policiers ont été suspendus. 3 d'entre eux sont poursuivis pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux pour écriture publique parce qu'ils ont voulu faire croire dans un premier temps que vous les aviez agressés en premier. Le procès n'a pas eu lieu encore, la confrontation non plus d'ailleurs avec eux. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, c'est vrai que cette confrontation qu'ils ont refusée déjà à 2 reprises devrait avoir lieu. Moi, j'espère que au moins on arrivera à se mettre d'accord sur ce seul point qu'il nie effectivement. Celui des insultes. Celui des insultes. On va regarder une photo qui a fait le tour du monde, Michel Zecler. Cette photo, c'est la vôtre. Elle a été prise, vous racontez dans le livre les circonstances dans lesquelles elle a été prise. Elle a été reprise sur la une du journal Libération au lendemain ou au surlendemain de la diffusion de la vidéo par notre confrère David Perrotin. Cette photo, c'est celle-là. On la voit dans la glace derrière vous. C'est une infirmière à l'hôpital qui vous prend en photo. Elle dit qu'elle n'a pas le droit de vous prendre en photo à ce moment-là parce que vous êtes en garde à vue. C'est la seule personne à ce moment-là qui croit votre version des faits. Oui, c'est le seul moment où j'ai senti un petit peu d'humanité, un peu d'empathie pour ce que j'avais vécu. J'avais extrêmement peur que toutes les preuves disparaissent au vu de comment j'étais reçu dans les premières minutes, enfin dans les premiers instants de mon arrestation. Ce qui s'est passé avec l'OPJ, que je raconte dans le livre. Ce qui s'est passé aussi ensuite aux UMJ, aux unités médico-judiciaires. D'ailleurs, je trouve ça assez scandaleux parce que sans vidéo, il m'aurait resté que cette partie-là. Voilà, vous aviez fait effectivement installer
pour toute autre chose, sans doute pour vous prémunir de vol, j'imagine, ou de cambriolage, des caméras dans votre studio. S'il n'y avait pas eu ces vidéos-là, que se serait-il passé? Je serais probablement en détention parce que le certificat médical que m'a remis les UMJ ne pouvait pas certifier de manière claire que j'étais l'agressé. Voilà, l'UMJ qui est l'institution qui officiellement reconnaît qu'une personne a été... Oui, qui donne les interruptions temporaires de travail. Qui était, dans un premier temps, vous, de combien de jours ? De 6 jours. Et les policiers de 5. Et lors d'une deuxième expertise de ce même service, j'ai obtenu 30 jours. Il y a quand même une grosse différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit à l'Ordre des médecins à ce sujet. Puis beaucoup plus, d'ailleurs, je crois que vous avez obtenu... Oui, après, j'ai eu aussi un retentissement psychologique et ça nous a amené à 180 jours d'ITT. Presque 6 mois. Votre récit pose la question du poids, précisément, du récit sur une trajectoire de vie. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre. Vous ne vouliez pas qu'on vous résume à être une victime. Exactement. Et puis aussi... j'ai vu aussi que certains syndicats de police n'arrêtaient pas d'essayer de me tailler un costume qui ce n'était pas moi. Ils décrivaient une personne que je ne me reconnaissais pas dedans. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant l'écrire avec mes mots pour pouvoir me décrire, quoi. Vous racontez donc le récit de votre vie depuis vos premières années en Martinique, années plutôt joyeuses, à vos succès dans le rap, en passant aussi par une partie de votre passé que certains ont voulu vous faire rattraper, la prison. Vous avez passé 7 ans, entre 17 ans et 25 ans pour des braquages. Vous écrivez que vous étiez au moment de votre agression un modèle de réussite, un transfuge de classe. Et vous avez ces mots terribles, peut-être qu'ici en France, on est toujours rattrapé par le rôle que la société vous assigne. Bien sûr. Ils ont vu un grand noir costaud avec une veste en cuir, une capuche. Donc tout de suite, ça a amené à je ne sais quelles pensées qui ont fait suivre ensuite à toute cette violence. Je n'étais pas préparé, moi, à ça. Vous n'étiez pas non plus préparé à ce que cette histoire ait un retentissement mondial. Elle est arrivée quelques mois après l'éclosion du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Oui, après la mort de George Floyd. D'ailleurs, c'est quand même un événement qui m'a beaucoup touché. Et puis d'ailleurs, le titre du livre, Rester debout, c'est aussi ça, parce que c'est rester debout lors de mon agression, parce que j'avais pas du tout envie de finir comme George Floyd, ou plus proche de nous, comme Cédric Chouviat, ou autre Adama Traoré. Vous vous êtes vu mourir cette nuit-là? C'était compliqué, c'est la vision que... vous savez, quand vous vous prenez des coups de matraque, quand vous vous prenez des coups de tête, des coups de pied, et que les personnes qui vous assènent tous ces coups-là ont l'uniforme de la République, c'est vrai que c'est compliqué de se poser, de voir autre chose, vu que c'est ce qu'on nous montre trop souvent même. Votre agression avait suscité des mots assez forts de la part du président de la République Emmanuel Macron, qui avait dit sa honte de voir ce qui vous était arrivé. Votre affaire a précipité l'enterrement de l'article 24 de la loi dite de sécurité globale, qui voulait empêcher de filmer les forces de police dans leur action. Est-ce que vous pensez que votre histoire, ce qui vous est arrivé, a changé quelque chose dans le fond? Aujourd'hui, je ne le vois pas trop. Après, j'ai vu qu'il y a eu le Beauvau de sécurité. C'est bien de l'avoir fait, mais simplement, je me pose la question. Je me dis que c'est toujours les policiers avec des politiques ensemble. Il n'y avait pas d'association antiracistes ou autres citoyens. Le problème, il reste toujours le même. C'est qu'on est face à une police qui ne s'ouvre pas assez auprès des citoyens. Vous le rappelez bien dans ce livre, vous n'êtes pas en colère contre l'institution policière en général, mais contre... d'ailleurs, est-ce que vous êtes en colère? Je ne le sais pas, mais en tout cas contre ces 3 policiers-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être malheureux, non pas tant contre le fait qu'ils aient été sans doute, selon vous, mus par des intentions racistes, mais par la décontraction avec laquelle ils assumaient leurs actes dans les heures qui ont suivi. Oui, ça pose beaucoup de questions. Et puis on a vu aussi dans l'émission Envoyé spécial les SMS
de leurs supérieurs qui donnent froid dans le dos. C'est-à-dire que quand on annonce que c'est très grave ce qui s'est passé, et puis qu'il reçoit un SMS disant que je suis très fier, vous n'avez pas sali l'uniforme, bah, je trouve ça assez scandaleux. Vous appelez ça les anomalies du circuit, c'est ça que vous voulez Oui. dénoncer aujourd'hui, Michel Zecler. À quoi vous aspirez maintenant? Écoutez, c'est vrai que c'est une histoire qui prend beaucoup de place. Tant que la justice ne passe pas, eh ben je ne fais que voir et revoir ces images, les revivre des fois. Et puis même quand je croise des gens, quand je vais à mon studio, la devanture, il y a encore les marques de tout ça. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir autre chose. Mais bon, après, c'est vrai que je travaille aussi j'ai des artistes que je produis, j'ai un studio d'enregistrement, je prépare l'âge d'or du rap français deuxième saison. Donc c'est vrai que tout ça m'amène à essayer de voir un avenir un peu plus joyeux. Vous reviendrez un jour parler de musique exclusivement? Je l'espère. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, merci d'être venu ce matin invité sur le plateau de Paris Direct et donc ce livre que vous signez chez Plomb. Restez debout, je le dis, il est magnifiquement écrit, Michel Zecler. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet.